Bi, attends. Bi, je voulais te parler. Je suis désolé pour ces derniers mois. Pour mes choix en tant que leader. Ce que je t'ai fait subir. L'important est que tu aies compris, et j'espère que dorénavant tu sauras moins prendre des décisions irrationnelles juste parce que tu as peur de t'ennuyer. Du coup, on est bon? Oui Sam, on est bon. Bah écoute, tant qu'on y est, Benjamin et moi on va tourner tout à l'heure. Ça te dit de venir? Si le sujet t'intéresse évidemment. C'est ce qui est sur ton ordinateur? Ouais, je peux le lire? Tiens. Allez, je vais venir. Yes! Donne-moi le temps de préparer mes affaires et j'arrive. Ok, je préviens Benjamin. Ah, Sam? Ouais? Prends ce manteau. Il a beau faire beau, il va faire froid. Salut à tous. Alors, sur Terre, il y a beaucoup d'animaux. Quand je dis beaucoup, c'est vraiment beaucoup. En 2011, il est estimé qu'il y a près de 8,7 millions d'espèces vivantes sur Terre, et seulement 1,23 million ont été recensées. Et d'après le texte, cette stat vérifiée, on découvre 6200 nouvelles espèces chaque année. Du coup, pour aujourd'hui, on a fait une sélection parfaitement personnelle de 5 animaux aux capacités étranges. C'est parti. Mais tu fais quoi? Ah oui, c'est vrai, on a déjà eu le générique. Commençons par un animal que tout le monde connaît, l'ornithorynque. Bah non, moi je le connais pas. Oui bon, honnêtement, qu'est-ce que tu connais? Une excellente recette de sandwich. Attends, on n'a pas déjà fait cette blague? Ah ouais, c'est vrai. Attends, je vais la refaire. Une excellente recette de pâte au beurre. L'ornithorynque, ou Ornithorhynchus anatinus, est un mammifère de l'ordre des monotrèmes appartenant à la famille des ornithorynques. L'ornithorynque est ce qu'on appelle un animal endémique. Mais ça veut dire quoi, endémique? Cela veut dire que vous ne le trouvez que dans l'est de l'Australie et en Tasmanie. Il s'agit d'un animal nocturne faisant en moyenne entre 40 et 50 cm. Il est omnivore et son alimentation est composée, mais n'est pas limitée à des larves, des crevettes, des vers et si possible des boissons. Il est d'ailleurs obligé de manger 20% de son poids quotidiennement, ce qui le force à passer 2 heures par jour dans l'eau juste pour cette activité. Merci Bubble Noise. Alors, l'ornithorynque est tellement un mélange de n'importe quoi qu'il en devient ridiculement incroyable. Non, honnêtement, qu'est-ce qui n'est pas incroyable chez lui? Je sais pas, ses poils. Eh ben non, perdu. Ses poils sont spécialement conçus pour emprisonner l'air et le protéger du froid. L'ornithorynque se démarque de bien des manières. Faisant partie de la famille des monotrèmes, il fait partie des 4 mammifères au monde à pondre des œufs. Je sais pas si vous vous rendez compte qu'un mammifère qui pond des œufs, c'est presque aussi fou qu'un poisson qui sait pas nager. Quoi? Vous avez peut-être retenu le fait que l'ornithorynque passe toute sa nuit à manger, mais savez-vous comment il obtient sa nourriture? Il pêche, ou plutôt il chasse sous l'eau. Mais même si c'est un très bon nageur grâce à ses pattes palmées, l'ornithorynque souffre d'un bon gros malus quand il est sous l'eau. Pouvez-vous deviner lequel? Je sais pas, il peut pas respirer sous l'eau. Non mais ça c'est tous les mammifères, et les dauphins s'en sortent très bien. Les dauphins sont des mammifères? Pour empêcher l'eau d'entrer dans son corps, l'ornithorynque doit fermer ses yeux et ses oreilles, le rendant sourd et aveugle. Ah ouais, c'est un peu problématique pour chasser. Sauf que cette espèce de Pokémon a une capacité tout à fait particulière, spécialement conçue pour la chasse à l'aveugle. L'ornithorynque possède des capteurs dans son bec, lui permettant de détecter l'électricité émise par la contraction musculaire de ses proies. Sérieux? Mais c'est pas fini, parce qu'une fois qu'il a chopé son repas, il les stocke dans ses bajoux pour les manger sur la terre ferme. La graisse sera ensuite stockée dans la queue pour servir plus tard. Et c'est pas fini, parce que l'ornithorynque possède aussi des pousses toxiques. Quoi? Situé dans la patte antérieure, le mâle possède une glande active uniquement pendant la période de reproduction, de juin à octobre. Chez la femelle, la glande s'atrophie et n'est malheureusement pas utilisable. Mais faut surtout pas le sous-estimer parce qu'une fois que le poison est actif, l'effet est assez vénère comme disent les jeunes. Son poison n'est pas mortel pour l'homme, mais il est assez puissant pour paralyser un membre pendant plusieurs jours et la douleur reste pendant plusieurs mois. Un animal tel qu'un chien ou plus petit qu'un chien mourra de dépression respiratoire.
Bon sang, Bi, on n'avait dit pas les chiens. Bon, changeons de sujet avec un animal dont la démarche en a fait rire plus d'un. Si je vous dis qu'un animal est capable de marcher sur l'eau, quelle est votre réaction? Ouais, normal pour la vidéo. Et si vous êtes le comic relief de l'émission, Lenny! Ah, presque. Mauvaise idée, Ouais, Benjamin. ouais. Ouais, en fait, c'est l'autre. Ouais, je vais refaire. Nana! Eh oui, c'est possible! Lance la cassette! Le basilic à plumes, de son vrai nom Basilicus plumifon, est une espèce d'estorien appartenant à la famille des Choretophanidae. Ce lézard possède l'excellente capacité de courir sur l'eau, ce qui lui a valu le surnom de Vivant entre l'Honduras, le Panama et le Costa Rica, le basilic à plumes fait partie des plus grands basilics au monde, pouvant atteindre les 91 cm de long, en comptant la queue. Il est bien évidemment omnivore, ses repas étant composés d'insectes, de fleurs, de fruits et de petits lézards. Espèce de cannibale. En voyant cet incroyable extrait, vous vous demandez sûrement comment il fait ça. Même si l'action peut paraître simple au premier abord, elle est en réalité extrêmement complexe. Le basilic ne marche pas réellement sur l'eau, il se maintient à la surface. Comment ça? Après avoir pris de l'élan, et quel élan, capable de courir jusqu'à 10 km/h, le basilic fait un mouvement très particulier des jambes et des pattes. Ses pattes déploient une membrane permettant de garder une poche d'air qui projette ensuite vers l'eau. La combinaison entre vitesse, légèreté et la troisième loi de Newton maintient ainsi la surface. Quoi? Qu'est-ce que Newton veut faire là-dedans? Je doute que tu comprennes grand-chose, je vais donc faire la version courte. Toute force créée génère une force égale opposée. La membrane attrape de l'air que la jambe pousse vers l'eau. L'eau rejette l'air qui se trouve alors coincé, gardant le basilic hors de l'eau. De plus, il semblerait que notre lézard utilise sa queue pour frapper l'eau pour ainsi créer de petites vagues qui l'aident à avancer. Ok, mais pourquoi nous on n'arrive pas à le faire? Je vois bien qu'on est plus grand et plus lourd, mais on va plus vite. Et puis dans cette vidéo, ce mec arrive à faire quelques pas. Premièrement, cette vidéo est bien évidemment un canular. Deuxièmement, si l'homme voulait accomplir un tel exploit, il lui faudrait des jambes 15 fois plus musclées, et il faudrait qu'il avance à une vitesse de 110 km/h. Ah ouais, non. Même moi, je vais pas aussi vite. Ce qui veut dire que Usain Bolt, qui possède quand même le record de vitesse du monde, devrait courir presque 3 fois plus vite en portant des bols pour seulement faire quelques pas. Mais cela ne veut pas dire que l'exploit est impossible pour les humains. Prenant un quad réduit à son poids minimum, des pneus bien gonflés et beaucoup d'élan, il vous sera possible de traverser une petite étendue totale. Sinon, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle un bateau. Bon, c'est moins épique, mais au moins ça marche. Pour la suite, restons parmi les animaux à écailles avec un spécimen tout droit venu du Jurassique. Le sphénodon est un genre des rhincocéphales appartenant à la famille des Sphénodontidae. En français, il est appelé sphénodon, Atheria ou Tuatara. Le Tuatara a la particularité d'être un animal panchronique, ce qui veut dire qu'il possède des ressemblances morphologiques avec des animaux éteints et identifiés en tant que fossiles. Il fait partie de la famille des rhincocéphales, une famille très répandue il y a plus de 200 millions d'années. D'où la blague sur le Jurassique. Et pour finir, malgré sa ressemblance, il s'agit en réalité d'un parent proche du squamat. Non, Benjamin. Squamat est un ordre regroupant lézards et serpents, ce qui veut dire que ce n'est pas tout à fait un lézard. Le Tuatara est lui aussi endémique, ce qui veut dire que vous n'en trouverez qu'en Nouvelle-Zélande. Quant au régime alimentaire, il est des plus classiques, sauterelles, coléoptères, araignées, et si besoin, il peut manger d'autres lézards, des œufs ou des grenouilles. Bon, on peut passer au truc cool. Ce qui sépare ce pas lézard des autres est sa vue. Les yeux du Tuatara peuvent s'accommoder séparément et possèdent 2 sets de lentilles. Non. Il possède un double jeu de cellules visuelles, l'un pour la vision diurne et l'autre pour la vision nocturne. Il possède d'ailleurs un tapis clair, reflétant la lumière vers la chorioïde, renforçant la dite vision nocturne. Ouais, mais les chats aussi ils ont ce truc avec les yeux, c'est pas si ouf. Ah, mais ça c'est parce qu'on n'a pas encore parlé de la véritable particularité du Tuatara. Cet animal possède également un 3e œil sur la tête. Un 3e œil? Du genre Mais non, un 3e œil genre physique. C'est le temps que ça va me prendre pour animer tout ça. Visible uniquement chez bébé, cet œil dit pariétal ou pinéal fonctionne exactement comme un œil normal. Au bout de 6 mois après la naissance, l'œil est recouvert d'écailles. Cependant, la connexion nerveuse est dégénérée et cet œil ne possède que des bâtonnets, donc l'image est pas très bonne. Mais il doit avoir une bonne vue, non? Son œil doit bien servir à quelque chose. Eh bien, malheureusement, le rôle de ce 3e œil est encore inconnu. On suppose qu'il peut absorber les rayons ultraviolets pour synthétiser la vitamine D. On suppose également qu'il aide à régler la température corporelle ou peut déterminer la position du soleil. Et dans la navigation. Et apparemment, cet œil fait partie d'un tout avec la glande pinéale, ce qui règle votre rythme du sommeil et ce qui produit la mélatonine. Ouais, moi je sais totalement ce que c'est, la métalonie. La mélatonine est tout simplement l'hormone du sommeil. Ah, et avant de passer à la suite, il faut savoir que le Tuatara vit à une température plus basse que les autres lézards, malgré le fait que c'est un animal à sang froid. Une température trop haute le tuera et une température trop basse le fera entrer en hibernation. Ce qui veut dire que le Tuatara vit lentement et fait tout lentement. L'animal peut vivre entre 100 et 200 ans et la reproduction prend jusqu'à 5 ans. Moi qui pensais que j'étais fainéant. Ils font
leur truc. La femelle met ensuite 1 à 3 ans pour former l'embryon, puis 7 mois pour former la coquille de l'œuf. Une fois les œufs pondus, l'éclosion aura lieu entre 12 et 15 mois plus tard. Pour de leur conservation, une affaire délicate. Si vous trouvez qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur le Tuatara, eh bien attendez voir le prochain. Le Macropina microstoma est un poisson appartenant au genre des Macropina et à la famille des Ophistoproctidae. Il s'agit d'ailleurs de la seule espèce de son genre. Et ce truc n'a pas de nom français. Quoi? À part son nom scientifique, Macropina microstoma, ce poisson n'a pas de nom français. Il est surnommé en anglais Barrel Eye à cause de ses yeux, on y reviendra un peu plus tard. Du coup, pour que ce soit plus simple, on va l'appeler Mamie. La raison pour laquelle il y a si peu d'informations est que le microstoma n'a été découvert qu'en 1939 par un pêcheur, mais a été photographié vivant qu'en 2004 dans le Pacifique Nord. On en trouve habituellement entre 600 et 800 mètres sur la surface, mais on peut en trouver également jusqu'à 1,015 km de profondeur. Il fait environ 15 cm et se nourrit de méduses et de petits poissons. La particularité de ce poisson est son système oculaire. En voyant cette image, vous vous dites probablement que vous voyez son cerveau à travers son crâne. Mais en réalité, il s'agit de ses yeux. Nani! Ses yeux en forme de tonneau, de le nom Barrel Eye, sont protégés à l'intérieur de son crâne. La cavité est remplie d'un gel transparent et les yeux peuvent s'orienter vers l'avant ou vers le haut. Ok, et qu'est-ce qu'on sait d'autre sur le... Mamie? On le trouve en général presque immobile en train de scanner la zone au-dessus de lui pour trouver la nourriture. Il mange verticalement et ses yeux peuvent s'orienter sur 90 degrés. C'est tout. Ah. Bah, on passe à la suite du coup. Ouais. Alors on a parlé de presque de lézard, un poisson, de l'ornithorynque. Il était donc normal de enfin parler d'un oiseau. On vous a parlé de la terre et de la mer, manquait plus que le ciel. Nous allons donc parler de... C'est moi. Allô? Oui. Oui. Quoi? Pourquoi? D'accord. Bonne journée. Bon, du coup, on parle de quoi? Un truc un peu à la terre peut-être? Un marcheur nuage? Une queue de dragon? Les papillons en queue de dragon existent sur Terre. Quoi? Tu peux les trouver en Asie du Sud. Quoi? Mais revenons aux choses sérieuses. Quel était cet appel? Ouais, c'était qui? Sam? Yes! 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 Oh. Ah, merci! Mais il se passe quoi? Ce qui se passe, c'est qu'on est réaffecté! Quoi? Comment ça? On recevra toutes les informations quand on sera au centre, mais on va enfin avoir des missions sur le terrain! Mais alors, ça veut dire... Ouais, on n'est plus communicateur! On va devenir acteur!